Bonjour, José Reno pour limpers.com. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la position. Ça va être une vidéo purement théorique. C'est-à-dire que j'ai un PowerPoint avec un certain nombre d'exemples et je vais traiter d'un certain nombre de choses concernant l'utilisation de la position en No Limit Hold'em. Donc, bon, la première chose que je vais dire sur la position, c'est que bien entendu le poker est un jeu d'information et que l'idée c'est que quand on est en position, comme on sait ce que notre adversaire a fait sur cette street, on a un avantage qui est qu'on a une information de plus par rapport à notre adversaire. C'est une situation qui va se reproduire sur toutes les streets tant qu'on n'est pas all-in. Donc c'est un gros avantage. Alors le problème qu'on constate, que j'ai constaté assez souvent quand j'ai fait des vidéos en NL100, en jouant en NL200, même en jouant en NL400, c'est que tant qu'on n'est pas dans des stacks vraiment, tant qu'on n'est pas en NL600 et en NL1000, il y a pas mal de joueurs qui vont être positionnels aware pré-flop et c'est tout. C'est-à-dire que post-flop, ils vont pas du tout être positionnels aware. C'est c'est plutôt très mal. Il faut être positionnel aware sur toutes les streets. Il faut jouer différemment toutes les streets suivant qu'on est IP ou OP. Alors je vais prendre un premier exemple. C'est un exemple de value bet sin avec top pair, top kicker, mais sur un board qui ne nous favorise pas trop. C'est-à-dire que river, on n'a plus top pair et qu'il y a un flush draw qui apparaît. Euh, c'est une situation dans laquelle le vilain est un standard straightforward tag et il peut call down assez light et notre image est vraiment pas très bonne. Donc on a open raise cutoff. D'ailleurs il y a deux folds, c'est pas trois folds au départ et deux folds derrière. Ou alors c'est quand je me suis planté, on devait être bouton. Et bébé call. Le flop arrive king 8-7 avec un flush draw. C'est un flop assez parfait pour notre main, mais notre main a quand même besoin de protection. Et puis ne serait-ce que pour value, parce qu'il va call down assez light, on décide de ses bêtes et puis call. La turn est un 5, ce qui est plutôt une blanque, à part s'il a 9-6 ou 7-5. On décide de seconde barrel, toujours pour value, parce qu'il y a encore un peu de value à extraire sur ces queens. Et comme notre image est vraiment pas bonne, je pense qu'il y avait pas mal de value à extraire sur des 8 et potentiellement un tout petit peu sur des 7. Particulièrement parce que les 8 et les 7 sur ce board viennent de toucher en règle générale un gutshot en plus. Donc il décide de coller, ou une open-ended quand c'est 8-6 ou 7-6. Et la river amène le roi de cœur, il recheck. Là, c'est une situation dans laquelle c'est extrêmement important d'être capable de value bet sin, parce que, a priori, s'il a la flush, il y a de bonnes chances pour qu'il décide de bet la river, de lead la river, de peur qu'on check behind, parce que, surtout en NL200 ou en NL400, beaucoup de joueurs vont check behind ici, même avec AQ. Et du coup, on peut espérer qu'il nous call down light sur le thème. On peut espérer qu'il essaye de nous bluff catch quand il a de la chosen value. Euh, Particulièrement puisque notre image n'est pas très bonne et que dans la session on avait déjà fait un certain nombre de triple barrel bluff. Euh, bon alors, au-delà de cet exemple, le plan de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est au départ je vais vous parler du poker uniforme. J'ai choisi d'en parler, j'ai longuement hésité. C'est quand j'ai commencé le poker, j'avais juste trois concepts en tête: les conclusions du poker uniforme sur la position, les conclusions, le fait que je devais jouer paire d'as, mes draws et mes sets de la même façon, et des starting range pré-flop. Et avec ça, je suis passé en 3 mois du NL25 au NL200. Bon, c'était beaucoup plus facile à l'époque, mais je pense que c'était trois concepts importants, c'est-à-dire savoir utiliser la position, un peu de metagame et pas faire n'importe quoi post-flop. Heureusement à l'époque ça suffisait. Bon, après je vais parler de comment est-ce qu'on peut utiliser la position. Alors à la fois pour value bet sin, pour bluffer, pour drawer, pour flotter, pour slow player, pour pot control. À chaque fois je vais donner un exemple. Et puis le dernier point que je vais traiter, c'est la position relative. C'est un concept qui est différent de la position absolue, ou plus simplement de la position, mais qui est c'est des dynamiques assez intéressantes, pas si éloignées que ça de la position, et donc je vais aussi traiter de la position relative. Euh, Toujours pareil, je pense que je donne deux exemples d'ailleurs dans la partie sur la position relative. Alors le modèle du poker uniforme, bon je vous rassure, je ne vais pas vous faire les maths pour vous prouver ce que je vous dis, je vais juste vous donner le modèle et les conclusions qu'on en tire. On distribue à deux joueurs A et B, deux réels compris entre 0 et 1. Les deux joueurs posent un ante de 1.
A parle en premier, il est OP, il peut bet 2, c'est-à-dire la taille du pot, ou alors il peut check. B parle en second, il est IP, il peut call ou fold s'il y a A bet, logique. Et quand A check, il peut check ou bet, et quand il bet 2 comme A. Quand il bet, A doit décider s'il call ou s'il fold. Donc c'est une représentation extrêmement simpliste d'une situation où par exemple il resterait plus qu'un PSB et où les deux ranges seraient exactement les mêmes pour les deux joueurs. Et c'est une représentation de la river puisqu'il n'y a pas d'éléments aléatoires, il y a un seul tirage et voilà. Euh, on peut à partir de là trouver un certain nombre de stratégies dites optimales, enfin non exploitables au sens de la théorie des jeux. Il n'y a pas unicité. Si ça intéresse des joueurs, je pourrais, enfin si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous donner des liens vers des PDF qui traitent de ce problème-là et montrent qu'il n'y a pas unicité et donnent d'autres stratégies possibles. Mais parmi la stratégie la plus simple pour les deux joueurs, c'est joueur A va bet un tiers de ses mains les plus mauvaises et les meilleures. Donc il va bet le sixième le plus mauvais, le sixième le meilleur, et ça représente un tiers de ses mains à moitié en value, à moitié en bluff, et il va check fold ou check raise avec le raise suivant la value de sa main. Et donc là c'est assez logique, c'est-à-dire que il reste les deux tiers des mains au milieu, il va check fold le plus mauvais, la moitié la plus mauvaise, et il va check call avec la moitié la meilleure. Quand il check fold, en fait ce qu'il espère c'est que que le joueur en position check behind. Dans cette situation, mais c'est une stratégie qui est utilisable contre n'importe quelle stratégie, joueur B va décider que quand joueur A bet, il call avec exactement la moitié de ses mains les plus fortes. Euh, et qu'il fold le reste. Et si joueur A check, il va bet en bluff avec le sixième le plus mauvais, comme joueur A, à peu près la même quantité de bluff, mais il va check quand il a une main qui a de la showdown value, mais pas top, genre entre un sixième et le tiers supérieur, et il va bet avec le tiers supérieur. Pourquoi est-ce qu'il bet avec le tiers supérieur? Parce que de toute façon, quand il est dans le sixième supérieur, vu que le joueur A a checké, il sait qu'il a la meilleure main, et quand il est en dessous, il a quand même beaucoup de chances de se faire coller, il se fait coller par une range qui représente euh, il va se faire coller par toutes les mains entre 0,5 et 5 sixièmes, alors que lui est entre 2 tiers et 5 sixièmes quand il n'est pas dans le top de sa range qui défonce tout. Donc il gagne une fois sur deux quand il se fait coller river et qu'il n'est pas dans le haut de sa range et qu'il a bêté. Et dans cette situation, sur le long run, joueur B va gagner 1/12 d'ante par main. Alors c'est énorme, parce que c'est une seule street. Il n'y a pas d'effet amplificateur qu'on peut avoir au poker, qui est que à chaque street qui passe, le pot devient de plus en plus gros, et ça représente 1/24e du pot sur un système qui est extrêmement simple. Et joueur A peut absolument rien faire. Donc, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'on peut retirer plusieurs choses du poker uniforme. Déjà, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que le joueur IP, il value bet plus sin, c'est-à-dire qu'il value bet le tiers supérieur de ses mains quand le joueur OOP a checké, alors que le joueur OOP, lui, va value bet un sixième de ses mains. C'est quand même un rapport 1 pour 2, c'est assez énorme. Le deuxième point qu'on peut retirer, c'est que le joueur IP bluff catch plus souvent. Ça peut être relativement important. Et dans tous les modèles de poker uniformes, si les deux joueurs sont dans des positions symétriques, le joueur IP gagne. Alors j'ai voulu mettre ça parce qu'il existe des modèles de poker uniformes plus compliqués, par exemple où une fois que le joueur A a bêté, l'autre joueur peut raiser et ainsi de suite, où on peut avoir des situations de check raise et tout, mais dans tous les cas, on note que le joueur B gagne systématiquement. Et ça démontre l'importance de la position dans ce type de poker, mais c'est des situations qui ne sont pas si éloignées que ça par rapport à ce qu'on devrait naturellement faire nous quand on joue au poker sur la river en tout cas. Alors, du coup, là on va passer directement au poker. Alors, la position permet de value bet plus sin, c'est un peu ce que dit le poker uniforme. C'est le premier exemple. C'est le premier exemple qu'on a donné plus haut, la main où on avait AQ. L'idée c'est qu'on est capable de définir précisément la range de notre adversaire river, en particulier quand la river change la nature du board.
C'est particulièrement efficace contre des adversaires qui ne check raise pas trop, à la fois en bluff et relativement sin. Alors pourquoi ces deux notions? Bah, c'est que effectivement, si notre adversaire OP joue de façon face-up et que par exemple quand il check call deux fois avec un combo draw et qu'il touche river, il lead river et que sinon il check, et qu'il va jamais tenter un check raise à e-river, jamais tenter de move trop tricky, jamais check raise vraiment sin river, jamais check raise en bluff, on peut value bet sin parce qu'une fois qu'il a check river, eh ben nous on sait que a priori sa range n'est pas super forte. Et donc quand on a des mains qui pourraient sembler pas super fortes par rapport au board, tel que notre AQ de tout à l'heure, mais qui sont très fortes par rapport à sa range qui là était composée essentiellement de 1 pair n, c'est très intéressant de pouvoir bêter. Donc là j'ai pris un exemple où c'est un post 3-bet, vilain ne lâche pas ses mains, vs 3-bet OP, love to check raise flop in 3-bet pot with bluff, ok, bon il 4-bet GG+, il bluff catch, et il est straightforward, et c'est une calling station pré-flop. Bon il y a deux folds, il open raise au cutoff, et je décide de 3-bet au bouton. Donc bien entendu, quand je 3-bet là, si jamais je me fais 4-bet, c'est pour aller all-in. Les tailles de stack étaient tout à fait correctes pour ça, et je suppose que j'étais dans une situation où je me disais qu'il allait me 4-bet assez souvent et qu'il était potentiellement énervé par mes 3-bet incessants dans cette situation. Les blinds fold et il décide de coller. Le board c'est 10-10-5, il check. Je bet 11 BB dans 20.5 BB. C'est relativement important là la taille de bet. L'idée c'est que il faut pas bet beaucoup plus. J'aime pas trop bet beaucoup moins, mais là un demi PSB c'est pas mal. Alors la raison pour laquelle un demi PSB c'est pas mal, j'aurais pu faire 10 BB, c'est que quand on fait ça en bluff, par exemple on a décidé de le 3-bet avec Queen 9S et on n'a absolument rien sur ce board à part peut-être un backdoor flush draw et on a une over, un backdoor flush draw, on veut un bon risk reward sur notre bet. On est prêt à sacrifier un peu de fold equity pour avoir un bon risk reward. Et en même temps, la fold equity qu'on a sacrifiée, quand on le fait pour value, on récupère cette fold equity qu'on a sacrifiée en sens qui va nous coller beaucoup plus light. Et éventuellement d'ailleurs ça permet de faire des triple barrel bluff en plus. Enfin c'est assez efficace, tout en ayant la possibilité là d'espérer se faire coller par n'importe quelle pocket pair en gros, particulièrement paire de 6 à paire de 9. Alors sachant qu'on a la meilleure pocket pair entre paire de 6 et paire de 9 et qu'en plus on sait qu'on a un read comme quoi il adore check raise les flops dans les post 3-bet et avec des mains très fortes, on peut se dire que quand il a un 10 là il nous check raise assez souvent. Quand il décide de nous coller, on peut d'ores et déjà se dire que vu qu'il n'y a pas de draw, il a très certainement de la showdown value, donc une pocket pair ou un 5. Correct mais pas top. Il est peu probable qu'il ait paire d'as par exemple. Sur la turn qui est un 4, il décide de checker, on rebête 22. La 4 c'est vraiment une blanque, bon sauf quand il a paire de 4, mais ça arrive quand même rarement. Et il décide de recoller. Bah, là on peut se dire que vu qu'on monte pas mal de force, on peut supposer qu'il aurait choisi de reprendre l'initiative sur cette turn s'il avait un 10. Et voilà. Et la river, ça amène un as, il recheck et on décide de pusher. Bon, l'as pour nous c'est une blanque, c'est-à-dire qu'il a quasiment jamais un as sauf quand il a as 5. Et bah, c'est important de sin value bet parce que c'est une situation dans laquelle on va parfois vouloir faire un triple barrel bluff. En particulier quand on a décidé de bet avec Queen 9 ou ce genre de main sur le flop et la turn. Bah, si on le sent, on peut faire un triple barrel bluff. Là, c'est beaucoup de sentir la situation et ce que veut faire le joueur en face et à quel point il est prêt à se commit, mais c'est un autre aspect. Mais du coup, il faut être capable aussi de value bet sin. Et puis surtout, il y a des situations dans lesquelles, à contrario, c'est un très mauvais bluff parce que notre adversaire est capable de nous coller super light. Là, si je me souviens bien de la main, il m'a collé avec 5-6 ou 7-5, je sais plus, ce qui est quand même super light. Vu que la main que je vais bet sur le flop pour value la plus faible, c'est à 5, je pense. Peut-être 7-5. Mais voilà. Et qu'en plus, je vais pas nécessairement la seconde barrel systématiquement. Quoique. Le point qui est important ici, c'est de bien réaliser que là c'est une blanque. Après, il faut comprendre son call, c'est-à-dire que là c'est aussi une blanque pour lui, en ce sens qu'il y a très peu de chances pour que. Enfin,
Je sais pas s'il a ce read là sur moi, mais il a très peu de chances que je seconde barrel avec As High sur ce board là, dans cette situation là. Il est même fort probable que je ne c-bet carrément pas contre ce joueur là avec As High, sachant que je vais me faire coller très très souvent sur ce board. Entre autres parce que il va bet call toutes les pocket paires en dessous de paire de 9 pré-flop, je pense, contre moi, et donc je sais que j'ai très très peu de fold equity sur ce board. L'autre avantage d'être en position, c'est qu'on peut value plus signe. Alors c'est pas quelque chose qui est dans le poker uniforme, mais c'est quelque chose qui est relativement évident au poker. On peut value plus signe à partir du moment où votre adversaire est conscient du fait que vous allez aussi on peut bluff plus on peut bluff plus souvent, pardon, à partir du moment où votre adversaire est conscient du fait qu'on peut value plus signe. Comme on peut value plus signe, on représente plus de mains, et donc comme on représente plus de mains, bah c'est plus difficile pour lui de coller. Du coup, ça permet de bluffer plus facilement. Et on peut particulièrement utiliser les bluffing cards euh, quand on pense que notre adversaire a souvent une main qui a de la show value, en gros une paire, pas loin de top pair, ou une paire intermédiaire, mais qu'il ne peut pas réellement résister à la pression parce qu'il y a une trop grosse partie de notre range à river qui, euh, qui a de la, enfin, qui est plus forte que one pair. Donc là, c'est une situation dans laquelle on a 8-7 au cutoff. Vilain et un mauvais reg de 1-2 B 2-4 qui est break-even sur un large sample. Il est super prévisible. Ok, je vois qui c'est. Avec des bons draws, il check raise flop ou check call flop plus turn et lead river quand il touche. Donc il est ultra prévisible là-dessus. C'est-à-dire que soit il décide de check raise le flop, soit quand il dit ne check raise pas le flop, il va très souvent check call flop et turn, mais par contre quand il touche, il lead river. Donc ça permet d'avoir une idée assez précise de ce genre de read sur la river de la range de notre adversaire. Sachant qu'il est un peu CS, surtout contre une attaque du cutoff ou du bouton. Donc on open raise à 3 BB, ce qui est complètement standard, il nous call. On obtient un flop sur lequel on n'a pas de backdoor flush draw, mais on a 8-7 avec un 6 et un 4. Donc globalement, on a, on a minimum 4 out, enfin minimum 3 out. De temps en temps, quand il a un flush draw, on a que 3 out, mais autrement, on a généralement 4 out. Et parfois, on a même plus d'out que ça, puisque c'est un joueur qui est tout à fait capable de nous check call avec 6-5, avec 7-5, avec 7-6, je veux dire, éventuellement avec une main du genre 7-5, ce genre de choses. Et donc, du coup, on peut très rarement, contre 7-5 et 5-3, être devant, mais autrement, on a un peu d'equity dans la main, on a 20-25% d'equity contre la queen, et enfin contre une paire qui serait plus haute que notre 8, et parfois on a plus d'equity. Et donc comme on a un peu d'equity et absolument pas de showdown value, il n'y a aucune raison de ne pas tenter un c-bet. C'est pas un board sur lequel je vais c-bet 100% de ma range, mais là c'est absolument évident pour moi que c'est un c-bet. Donc il décide de nous check call, donc il check raise pas, ça réduit la part de ses flush draws, mais il reste des flush draws quand même. La turn amène un 10, ce qui nous donne un double gut shot. On n'a toujours pas de showdown value. Euh, on décide de seconde barrel, ce qui semble là aussi assez logique. Et la river amène un king. Alors pourquoi est-ce que le king est intéressant? C'est parce que déjà le king nous donne un flush draw, enfin donne la flush à celui qui aurait un flush draw, mais aussi parce que le king permet de comment dire, il il aide un certain nombre de mains, c'est-à-dire que mine de rien, quand on a une main du genre King Jack, on va rebattre la turn, même King 9, on va rebattre la turn, King 10, il est fort probable que je bette la turn pour value contre ce genre de joueur, et globalement, King X, Hacker, je vais rebattre la turn, euh, AK, je vais rebattre la turn puisque j'ai 2 over plus un gut shot, et donc il y a quasiment toutes les mains que je raise au cutoff avec un king où j'ai très souvent bet flop et bet turn. Donc j'ai pas mal de king dans ma range. Euh, et comme je suis capable de les value bet light, enfin de value bet sin river, c'est logique pour lui de se dire que j'ai effectivement pas mal de king dans ma range, particulièrement quand je bet. De la même façon, tous les flush draws que j'aurai, je vais les jouer exactement comme ça. Les seuls que je vais pas jouer comme ça en fait, mais il le sait pas forcément, c'est les flush draws où j'ai flush draw plus une paire sur la turn, c'est-à-dire les 10x à diamond, les queen x à cœur, les 6x à cœur et les 4x diamond. Mais bon,
il n'est pas forcément au courant, et c'est une vraie scaring card pour lui. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de ma range qui vient de passer devant, même une main aussi forte que Queen Jack. Et donc je décide de bet. Puis bon, il y a des fois où je vais me faire choper là, mais quand je vais me faire choper, ça me détruit mon image et ça me permet de value bet comme sur le premier exemple. Et il y a d'autres fois où il fold, et il me semble que là il avait foldé, donc j'ai aucune idée de ce qu'il avait, mais voilà. C'est une utilisation d'une scaring card euh, dans une situation où on avait un draw qui était correct mais pas top. Et donc ça nous amène au bloc suivant qui est qu'il est beaucoup plus facile de drawer en position, et pour ça pour plusieurs raisons. Alors déjà c'est plus facile d'extraire quand on touche. Notre adversaire peut avoir envie de nous bluff catch. Et il est aussi plus facile d'obtenir des free cards ou de contrôler la taille du pot, ça sera l'exemple que je vais prendre. Et il est aussi plus facile d'utiliser les bluffing cards quand on miss. Ça c'est l'exemple précédent. Bah, comme on a vu, on a utilisé la bluffing card qui était juste parfaite pour nous, mais on a complètement missé alors qu'on a un draw pas top sur le flop qui s'améliore sur la turn. On miss river et pourtant on remporte le pot grâce à la position. Donc bah là, l'exemple qu'on va prendre, c'est une situation dans laquelle on a As-8 de cœur, on est sans BB deep et on est cut-off contre Big Blind. Vilain est un reg fish, il est capable de flot au OP et de check call avec ses draws, il est assez agressif river. Et oui, aussi la note que j'avais, c'est qu'il était capable de check call flop, check raise turn et push river à la fois avec ses monsters et ses draws. Et c'est super important, c'est un joueur que j'avais déjà vu faire check raise turn, push river avec un draw qui a missé. Ce qui est relativement ennuyeux parce que ça signifie, enfin c'est relativement bien pour lui qu'il le fasse, parce que ça signifie que c'est très très difficile de coller la turn, enfin de coller son check raise turn avec de la showdown value pour folder river quand le draw miss. Euh, donc là c'est une situation où on a open raise, donc cut-off, il nous colle en bébé. Le board, on a notre flush draw, donc on fait un c-bet, tout ce qui est de plus logique. Avec un king, j'aurais tendance à faire un c-bet de cette taille-là, donc c'est assez cohérent. Il décide de checker. Sur la 8, sur la turn, on touche une paire. Et on touche seconde paire top kicker. C'est une situation comme je sais qu'il va me check raise quand même assez souvent parce qu'il va me check raise avec ses draws. Qui va me check raise, je pense, de temps en temps en bluff, mais c'est pas sûr, j'ai jamais vu faire. Et que si jamais il me check raise, je vais quasiment être obligé d'aller all-in parce que j'ai un peu de showdown value et que j'ai une equity correcte. En fait, le problème, c'est qu'en fait, si je bet là, je me commit quasiment. C'est-à-dire qu'il me check raise, je suis obligé de pusher, ou si je call, je suis obligé de coller river sur blanc, et bien sûr si je touche. Et donc du coup, je suis dans une situation où bah, c'est vraiment pas agréable de bêter. Et en plus, je détruis mes propres implied odds. C'est-à-dire que là, il faut quand même être clair. Quand un as touche river et qu'on a checké behind la turn, on va pas forcément, c'est pas forcément facile d'extraire, mais voilà. Quand un 8 touche, là par contre, on a beaucoup plus de facilité pour extraire quand il a un roi. Et, euh, et quand. Alors que s'il nous check raise, honnêtement, face à sa range, on sera pas super bien. Il a pas le nut flush draw, ça réduit quand même pas mal ses draws. Il n'y a pas tant de draws que ça possible, de flush draw possible. C'est pas du tout sûr que par exemple avec Queen Jack à cœur, il la joue comme ça, enfin j'en sais rien. Et donc du coup, on est dans une situation, il lui faut quand même un draw assez correct pour nous faire un check raise. Vu qu'on a le 8 de cœur et l'as de cœur, il n'a pas tant de draw correct que ça dans sa range. Et quand il nous check raise, on est dans une situation où on n'est vraiment pas face à une range où on est favori. Et pourtant, on est déjà commit. Et on est obligé de mettre toute notre stack au milieu en plus. Et donc, river, ou alors pire, on serait obligé de folder, ce qui d'un point de vue metagame est assez catastrophique. Quand on n'est pas commit, suivant la taille de raise, de bet qu'on fait. River, il décide de. Donc on décide de check behind, ce qui est relativement standard pour moi avec flush draw plus pair. En plus, quand on bet ici, le problème c'est qu'on fait folder trop souvent les 7 et les 5x, ce qui fait qu'on annule la valeur de notre paire en fait. On se retrouve quasiment que contre la partie de la range qui nous intéresse pas de notre adversaire, c'est-à-dire les kings. Et la river ramène une carte qui pourrait être considérée un peu comme une blanque, sauf que ça perd la plus haute carte du board, donc quand il a top pair, il va se sentir fort avec ses trips, mais en même temps ça diminue la proportion de top pair dans sa range. Et surtout les draws ont missé, à part 6-9 et 6-4, et il décide de bet
15 bébés, ce qui est assez proche de la taille du pot. J'ai hésité à coller, et puis comme en plus, c'est la logique de checker behind sur la turn, c'est-à-dire qu'en checkant behind sur la turn, j'ai une action de pot control avec une main qui a de la showdown value, et donc sur la river, je me dis bon, ok, ma main aurait pu bêter la turn, euh, j'ai de la showdown value, autant coller river, en termes de metagame c'est très bien, le pot m'a pas coûté, enfin je m'offre un showdown pour pas trop cher avec une main qui est à 8 sur un board où certes il y a un king au-dessus mais il y en a quand même deux, et donc j'ai quand même beaucoup de showdown value. Bon, il se trouve qu'il avait paire de 7, mais du coup, il faut quand même se replacer sur la turn et bien se dire que si on avait bêté la turn, on serait retrouvé face à un check raise et notre seule solution, grosso modo, aurait été d'aller all-in. Donc, on serait retrouvé all-in avec à peu près 20% d'equity pour toute notre stack. Alors que là, on a checké behind. Comme en plus, quand on check behind, il va partir du principe que qu'on a rarement le flush draw, puisqu'il va partir du principe qu'on le second barrel assez souvent si on a décidé de le fast player sur le flop. Et ben, si par exemple la turn c'est un 10 de cœur et qu'il décide de bet et qu'on push, il va systématiquement nous check call avec cette main là, et puis surtout s'il décide de bet en sin value bet et qu'on push, il va être très très tenté de coller parce qu'il va se dire qu'on n'a jamais le flush draw ici. Mais donc voilà. Euh, et bon, situation classique de bluff catch river. Alors après, la position, qu'est-ce que ça permet de faire d'autre? Ça permet de flotter, voire de double flotte si on pense que la range de notre adversaire est plutôt faible sur un board et qu'il va check fold, turn ou river. Alors c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement se dire le board est 10 high, mon adversaire a raisé au cut-off, je suis au bouton. Je pense qu'il a quasiment, enfin, il est très faible sur ce board. Si c'est un adversaire qui va systématiquement vous seconde ou vous triple barrel. Là, il ne faut pas flotter avec R. Il faut éventuellement flotter avec une pocket pair ou ce genre de choses, mais il faut certainement pas flotter avec R. Il va vous dégager de la main. Pour bluffer, ça va vous coûter super cher. Éventuellement, ça peut se faire, mais c'est vraiment, c'est pas un flot classique. Et donc, pour faire un flot efficace, il faut que les deux conditions soient remplies. A, votre adversaire n'a pas une main super forte sur ce board. B, votre adversaire va très souvent check fold ou turn ou river avec le bas de sa range. Alors, je vais prendre un exemple qui est assez classique et c'est quelque chose que je fais assez souvent, particulièrement en 400. C'est en 600 et 1000, le problème c'est que les joueurs, enfin c'est un peu grillé. Euh, mais, euh, mais bon, c'est une situation dans laquelle j'ai valet 8 suité au bouton face à un adversaire qui se rebête beaucoup en SB et en BB et à mon avis il se rebête trop, surtout par rapport à son niveau de jeu. Donc, bon, il y a un certain nombre de coquilles. Donc il y avait juste 3 folds, on open raise au bouton, il nous 3-bet en BB, il y a un fold, et en SB, et, enfin, donc BB fold, et on décide de coller. Et là on obtient un board qui est 10-5-4. Bon déjà, c'est une situation dans laquelle je vais avoir tendance à coller avec absolument 100% de mes pocket pairs pré-flop, et parfois même avec paire d'as, ou paire de king, il y a paire de queen, je vais 4-bet quasi systématiquement. Paire de jack, ça va pas mal dépendre. Enfin, ça va dépendre de la dynamique. Paire d'as et paire de roi aussi, ça va pas mal dépendre de la dynamique. Et à quel point j'estime que cet adversaire est capable de me 5-bet bluff AI avec cette profondeur de stack. Et à quel point j'estime aussi qu'il me 3-bet bluff dans cette situation. Là, j'étais parti du principe que. Enfin, de toute façon, j'ai énormément de pocket pair et je vais coller sur ce flop. Si j'ai décidé de coller avec paire de 6 pré-flop, son 3-bet, il est bien évident que sur un board sur lequel il a missé énormément, je vais coller. Et en fait, avec ma paire de 6, je vais la jouer exactement de la même façon qu'un valet 8 ici. L'idée étant que sur le flop, il c-bet, ce qui est assez standard pour cet adversaire. Je trouve qu'il a tendance à trop c-bet, particulièrement sur ce genre de board en post 3-bet. Et je vais coller avec valet 8. C'est un board qui est pas mal pour ma main. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de cœur, j'aurais foldé. Mais globalement, quand on call avec une main comme valet 8 pré-flop, un 3-bet, même en position, il faut être bien conscient qu'on va assez rarement toucher, enfin, on va trop rarement toucher top pair, trips, flush draw, combo draw, pour pouvoir se permettre de ne jouer que quand on a ces mains-là. Trop souvent, on va tomber sur ce genre de board qui est quand même parfait pour notre main. Mine de rien, un 9 nous donne de l'equity sur la turn, un 7 nous donne de l'equity sur la turn, une queen nous donne un peu d'equity sur la turn.
Un, un valet ou un 8 nous donne une paire qui a de bonnes chances d'être bonne. Et un cœur nous donne aussi un flush draw. Donc toutes ces mains-là nous donnent la possibilité de jouer sur la turn. Euh, enfin, toutes ces cartes-là. Mais ça représente pas mal de cartes dans le deck. Et donc à partir de là, je décide de faire un pur float, c'est-à-dire que je call avec pas de showdown value et pas vraiment de draw non plus, faut pas déconner. Disons que j'ai très très peu d'equity contre l'intégralité de sa range. Et la turn est un 4, ce qui est vraiment une carte parfaite pour moi, c'est-à-dire que c'est une carte sur laquelle pour lui ça va être assez difficile de seconde barrel bluff trop souvent, parce que quand il seconde barrel là, il représente 10x et Jack-Jack plus, parfois 9-9, mais dans tous les cas c'est assez difficile. 9-9, je vais pas folder un 10, jamais, donc 9-9 c'est limite, et j'ai quand même pas mal de 10, vous imaginez bien, je call avec valet 8 suité, donc il y a pas mal de 10 avec lesquels je call pré-flop. Euh, et donc il décide de checker. Bon, à partir du moment où il check, sachant que je pense qu'il va systématiquement seconde barrel pour protéger ses bluffs, quand il décide de bluffer et quand il a une overpair, il va dans les deux cas il va bet. Je pars du principe que là sa range est vraiment très faible et que je vais obtenir un gros pourcentage de check fold. Euh, et donc je décide de bêter et il fold. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Mais c'est une situation qui est importante et il est important de savoir jouer comme ça contre des joueurs qui tribettent qui se ribettent trop alors qu'ils sont OP. Alors, un autre aspect, c'est que la position c'est très utile pour pouvoir sous-player, particulièrement dans les cas où notre adversaire est susceptible de triple barrel bluff. Le triple barrel bluff, quelles sont les situations où notre adversaire est très susceptible de faire un triple barrel bluff? C'est par exemple sur des boards as-high, dans des situations où on a très rarement un as fort, dans des situations où notre adversaire sait qu'on aurait par exemple 3 bêtes avec AK ou avec AQ, et que donc il y a très peu de chances. Notre meilleur as ça va être as-jack, et qui pense avoir de la fold equity sur le flop, sur pas mal de mains, sur la turn, sur un certain nombre d'as, et river sur les flushs, enfin les draws qu'on n'a pas touché, les as qui auraient un trop mauvais kicker, etc. Et dans cette situation, c'est plus intéressant de solo player parce qu'on gagne de la value contre des mains qui sont complètement pourries et que en plus, quand notre adversaire a effectivement top pair, on laisse ce commit. C'est-à-dire que sans BB Deep, SB par rapport à BB par exemple, même si, enfin, à partir du moment où il fait un triple barrel et que ses tailles de bêtes sont raisonnables, sur la river c'est très dur pour lui de bet fold. Euh, Surtout si par exemple il y avait un flush draw sur le flop et qu'il s'imagine qu'on aurait protégé notre main sur le flop si on avait eu une main très forte. Donc l'exemple que je prends, c'est justement cet exemple-là. Je suis bébé contre SB, j'ai paire de 5 et vilain est un règle très aggro, assez standard de MSNL. Il open raise à 3 bébés et je décide de coller avec ma paire de 5. Je vais quasiment jamais 3 bet parce que très souvent SB va me 4 bet bluff et que du coup je vais être obligé d'aller all-in puisque j'ai encore de la FE et une equity correcte contre sa range de call de push et que du coup ça m'ennuie un peu de me retrouver all-in systématiquement avec ma paire de 5, donc je vais décider plutôt de coller. Euh, Surtout que j'ai la position. Le flop tombe à 5-4, donc c'est quand même un flop absolument idéal pour moi. Il bet. C'est un flop sur lequel, mine de rien, je vais pas souvent raiser quand j'ai la flush, donc j'ai pas réellement besoin de raiser quand j'ai mon set. Et ça me fait pas trop peur en SB contre BB de le laisser drawer quand j'ai un set et qu'il a la flush. Enfin, qu'il a un flush draw. Ça me semble pas dramatique. La raison pour laquelle je ne vais pas trop check raise, c'est parce que la plupart des flush draws ont soit assez peu de value, genre Queen Jack, Hacker, c'est pas top, soit de la showdown value, mais pas ultime non plus. Disons que par exemple, si je décide de raise avec une main du genre à 7 Hacker et qu'on se retrouve au lean, il y a énormément de chances pour que le fait que. Comment dire, sur toutes les logiques où on a une paire plus un draw, il faut prendre garde à jouer la main de façon à ce que votre paire vous serve encore à quelque chose. C'est-à-dire que votre paire est encore de la value, de la showdown value. Si vous jouez la main de façon à éliminer toutes les mains qui ont moins de showdown value que la vôtre, ça peut se révéler assez catastrophique. Et en fait, bon, là, la situation, le pire qui puisse m'arriver, en fait, c'est qu'il a un flush draw, mais sur ce board-là, je sais que ça va être largement compensé par le fait que il va me triple barrel très souvent avec R. Et donc, j'y décide de coller en slow playant. La turn est un jack,
ce qui n'est pas forcément une mauvaise carte pour lui, enfin pour moi. De toute façon, il va quasiment systématiquement de seconde barrel assez gros. Je pense que là, c'est le stade à partir duquel on peut commencer à prier pour qu'il ait As-Jack. Euh, et la river est un 7 et une triple barrel, ce qui est assez standard pour lui. Et je décide d'aller all-in. Euh, alors, à noter que si, même sur la turn, une petite précision, même si la turn c'est un jack qui amène un double flush draw, je pense que je vais encore coller, puisque de toute façon, si un flush draw touche river, je peux toujours coller, je ne suis pas obligé d'aller all-in, et que mon adversaire n'est pas encore commit quand il a un flush draw. Donc j'ai pas envie de le raiser, qui call. La value va être la même sur la flop, enfin turn river quand je raise et quand je call. Faut pas avoir spécialement peur du double flush draw là dans cette situation. Euh, Même si je suis d'accord qu'il y a beaucoup de cartes qui vont me pousser à coller plutôt que raiser quand il bet river. Mais c'est pas très grave. Et donc la river arrive, il décide de bêter assez gros quand même par rapport à la taille du pot. C'est quand même pas mal une blanque. Et je décide de pusher. Bon, là l'avantage de ce push c'est que ça représente aussi, ça représente éventuellement un as avec un petit kicker que je suis tout à fait capable de tourner en bluff sur le thème. Je vais essayer de faire folder AK. Honnêtement, enfin non, je suis pas capable de le faire, ça me semble assez mauvais, mais bon. Et éventuellement des flush draws, c'est-à-dire qu'effectivement avec un flush draw qui a complètement missé, avec lequel j'ai pas de shown value, c'est un move que je vais faire pas très souvent, mais que je vais faire de temps en temps. Et donc là il a tank, et je pense qu'il a collé pour des raisons de metagame, c'est-à-dire que c'est pas spécialement le haut de sa range, mais il a dû se dire qu'il triple barrel bluff trop souvent. Je suis pas un grand fan de son call avec As-10. Mais bon, d'un autre côté, les odds, parce que ça lui coûte 59 pour coller un pot dans lequel il y aura. Enfin, c'est du 1 contre 4. Donc, il a besoin d'être bon 25%. Il a besoin que je bluffe avec la flush dans 25% des cas. C'est à mon avis un call break-even. Globalement, je pense que c'est un call break-even plus contre la plupart des joueurs tant qu'il ne sait pas que je suis totalement capable et que je vais quasi systématiquement slow player paire de 5, paire de 4, As-5, As-4 et que je suis totalement capable d'avoir une main très forte sur cette river, que j'ai pas spécialement peur. C'est une des erreurs que font beaucoup de joueurs, c'est d'avoir trop peur des draws euh, quand ils ont la position. Faut pas non plus être complètement parano quand on n'est que deux à avoir le flop SB contre BB, que les ranges sont super larges. Faut pas être parano. Faut l'être un peu, mais pas trop. Disons qu'il faut avoir une bonne raison de protéger. Alors, l'autre aspect, c'est que la position permet de pour contrôle. C'est assez simple, c'est que sur n'importe quel street, on a le choix de check back. C'est quelque chose que peut pas faire quelqu'un qui est OOP, c'est-à-dire que OOP, on décide de c-bet sur le flop seconde barrel. Et ben, si notre adversaire il a envie que le pot soit gros, arrivé river et qu'on nous on n'a pas envie, ben, on check, et ben, il a qu'à bêter. Alors que à contrario, si on est en position, sur à peu près la même action, c'est-à-dire qu'il check le flop, il check call le flop, il check call la turn, nous on n'a pas envie que le pot soit gros, on check back la river. Et on peut aussi le faire sur la turn, on peut aussi le faire sur le flop. Et c'est vraiment la grande force de la position en termes de pot contrôle, c'est le fait simplement de pouvoir décider de check back n'importe quelle street. Donc, alors la première main dont je vais parler, c'est une main où on a A4 au cutoff, au bouton. Vilain et un reg MSNL tag qui a tendance à être nitty prêt post-flop. C'est vraiment un nit, hein. Si je me souviens bien, c'est genre un 18-16, il est pas très agressif post-flop, check raise peu, mais quand même un peu, mais bon, d'un autre côté, il a des ranges super fortes et tout et tout. Après, c'est un joueur qui joue jusqu'en NL1000, il peut être assez tricky, il va pas forcément, enfin il se rebet un peu, mais sa range de se rebet est quand même assez équilibrée, il y a quand même pas mal de bluffs, et dans ces situations-là, par exemple, il va pas forcément nous se rebet avec paire d'as, ou paire de roi, ou même AK, il va parfois chercher à trappe, ce genre de choses. Euh, et donc le flop arrive, me nomme top pair, mais sur un board sur lequel il y a quand même pas mal de draws. Euh, je pense que c'est un joueur qui va me coller assez souvent avec AQ Jack dans cette situation. Donc en plus, il y a pas mal de mains contre double paire. King 10 est un pur monstre. Et donc c'est une situation dans laquelle
Étant donné qu'il va me check raise assez souvent avec des draws, qu'il va aussi, je pense, et qu'il est capable de me check raise en bluff quand il a complètement missé le flop avec une main du genre 7-6 à carreau, et qu'en plus il va me check raise quasi systématiquement avec ses made hand fortes du genre de paire, et que je peux pas vraiment répondre à un check raise, ça va m'embêter d'avoir à folder un check raise parce qu'il y a beaucoup de draws dans sa range, et ça va m'embêter de folder ça va m'embêter de coller un check raise parce qu'il y a aussi parce que sa range va être complètement décomposée entre des mains qui me défoncent et des mains qui ont une equity très correcte contre moi. Donc voilà, je décide de check behind. D'ailleurs, merci Top59, puisque c'était une erreur que j'avais commise sur une main que j'avais postée sur à peu près le même board, si je me souviens bien. Ça vient de me revenir. Et on avait eu une discussion très intéressante à ce sujet. La turn ramène un as. Il lead. Bah, là j'ai trips, je me dis que j'ai pas énormément de value à raiser, même si ça peut représenter des avantages. J'ai pas spécialement besoin de. Enfin, avec la position et cette main là, je préfère garder le pot plus petit parce que je me dis que je vais jamais le bluffer s'il a une meilleure main que moi en raisant, et il va jamais coller avec moins bien en fait. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de As2, As3 dans sa range. Alors effectivement, il va me coller avec As2, As3, As3, mais je pense qu'il va me coller avec n'importe quel As, et jamais me bluffer autrement. Enfin, qu'il va jamais. Et River, c'est un jack, donc j'ai top full, il check, je décide de bet. Bon, il a pas mal tank si je me souviens bien, et puis il a call avec King 10. Bon, c'est vrai que c'est une carte sur laquelle je vais être très tenté de bluffer quand j'ai un naked flush draw avec lequel j'aurais décidé de check back le flop et de coller sur la turn, mais c'est pas sûr que je joue très souvent mes naked flush draw comme ça, et je suis pas, je crois que j'aime pas son call. J'ai pas vraiment réfléchi, mais je crois que j'aime pas son call. Bon, il avait quand même une main complètement fumée sur le flop. Euh, Heureusement que l'as de pique est pas sorti. J'aurais perdu avec un carré. Enfin bon. Euh, mais donc voilà, c'est assez. Le pot contrôle sert pas mal dans cette main-là. Bon, il se trouve qu'en plus il avait nuts et que je la outdraw honteusement, mais le pot contrôle sert pas mal. Alors, le dernier point que je voulais aborder, c'est la position relative. Alors, qu'est-ce que c'est que la position relative? C'est la position par rapport au joueur qui a l'initiative. C'est-à-dire le dernier joueur à avoir bêté ou raisé sur la street précédente. Euh, c'est important d'avoir en tête ce concept de position relative parce que le joueur qui n'a pas forcément la meilleure position, c'est entre autres souvent bébé qui a la meilleure position relative, alors qu'il n'a pas la meilleure position absolue. Bah, dans les post three-way, ça a presque autant d'importance. Alors déjà, c'est un concept qui n'existe qu'en multi-way, et c'est un concept qui en multi-way peut avoir énormément d'importance, presque autant que la position, voire plus que la position. Alors, en gros, l'idée, c'est qu'on est juste avant le joueur qui avait l'initiative sur la street précédente, et que quand il s'ébête, bah, quelque part, si on pense que les autres joueurs sont dans des logiques de check raise ou équivalent, nous, on est dans une logique où, quand ce joueur s'ébête, on a une position qui est juste complètement euh, idéale, c'est-à-dire que il agit, puis tous les autres joueurs agissent, puis ça va être à nous d'agir. Et donc, si quelqu'un a une main suffisamment forte pour le raiser, on va le savoir. Si quelqu'un a une main avec laquelle il call, on va le savoir. Quand on a une main très forte, ça permet de récupérer du dead money en plus, parce qu'un joueur peut être tenté de coller, alors que si on est parti sur un check raise, voilà, on check, notre adversaire s'ébête, il y a un joueur un peu qui va coller un peu light, qui décide de coller, on a un set, on check raise, on a un monster, c'est vraiment la fête. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça permet aussi de mettre la pression, éventuellement en montrant énormément de force, ou en volant l'initiative. C'est une situation dans laquelle on peut donker, et on le prend en tenaille. Alors que ça va être mon exemple suivant, je crois, donc je vais directement passer à l'exemple. Mais voilà, on est bébé, on est face à OTB et SB, et on a une main qui est 6-4 suité. Et vilain 1 est un règle de MSNL tag standard assez bon post-flop, vilain 2 est un règle plutôt nitty de MSNL.
Bon, il y a 3 fold, vilain 1 open raise à 3 bébés, SB call, bébé call. Et le flop c'est 10-5-2, donc là c'est un flop sur lequel il y a un draw, un flush draw. SB décide de checker, on est bébé. Bon, c'est une situation, on peut pas avoir paire de 10, mais on peut avoir paire de 5 et paire de 2, on peut avoir un certain nombre de combos draw, y compris à carreau, et on peut avoir un certain nombre de 10. Et c'est une situation dans laquelle je vais personnellement, enfin depuis peu de temps, mais je vais assez souvent donc à la fois en semi-bluff pour value et en bluff. Là, on a pas de showdown value et on a un gut shot plus un backdoor flush draw, ce qui me permet d'avoir pas mal d'out sur la turn pour remettre la pression. Et donc je décide de donker. Alors l'intérêt là du donk, il est assez simple. Parfois on va se faire raiser, on va être obligé d'abandonner la main. Quoique un donk call peut représenter de la force, mais bon, ça sera assez absurde de faire un donk call ici. Mais c'est surtout que quelque part, quand on fait ça, OTB, quand il a de la showdown value, s'il sait qu'en plus on est capable de donc 3-bet avec notre très bonne main, avec une range un peu mergée, genre on est capable de faire ça avec un As-10 de temps en temps, et on est capable de faire ça avec un combo draw, de faire ça avec notre flush draw et tout, bah, c'est une situation dans laquelle pour lui c'est vraiment pas agréable de nous raiser en bluff, surtout si on donc pas trop souvent. Et donc il va avoir tendance à être relativement honnête, à nous raiser en bluff de temps en temps et for value de temps en temps. Donc avec une range très polarisée contre laquelle ça peut être assez simple de jouer quand on a d'autres types de mains que 6-4 suités. Et à nous coller quand il a de la showdown value ou quand il a un draw qui est pas top avec lequel il veut pas aller all-in sur le flop. Entre autres parce que même s'il pense que nous on peut être full of shit assez souvent, bah, il pense aussi que SB va régulièrement. Enfin, il a toujours la pression de SB. Le problème pour lui, c'est que là, si SB a un monster, genre paire de 2, paire de 5, éventuellement paire de 10, ou un gros combo draw, nut flush draw à carreau, ou je sais pas, un 4-6 de carreau, ce genre de main, c'est une situation dans laquelle pour lui, c'est pas du tout évident que SB n'est pas parti sur un gros check raise. Et donc quand il nous bluffe, il prend plusieurs risques. Il prend le fait que, enfin quand il nous raise, soit en bluff, soit en value, les risques qu'il prend, c'est que SB se réveille avec un monster, et que nous, on le street-bet, voilà. Et donc c'est une situation dans laquelle c'est pas forcément agréable, et entre autres, particulièrement avec ses flush draws, c'est pas du tout évident pour lui de décider de raiser. Et donc il décide de, alors dans cette main-là, il décide de coller, donc c'est plutôt de la showdown value. Classiquement, ça va être n'importe quel pocket pair, quelques 10, quelques 5, et de temps en temps un draw. Mais savoir ce qu'un joueur fait avec un draw, ici c'est pas évident. Et de toute façon, quand il fait ça avec un draw, c'est quasiment jamais le nut flush draw avec lequel il sera allé all-in pré-flop, enfin sur le flop, je veux dire, ni un combo draw très fort. Et là, SB fold, ce qui est pas mal, on a réduit un adversaire. La turn nous donne pas mal d'equity, puisqu'elle nous rapporte notre flush draw. Donc là, c'est une situation qui est vraiment agréable. On sait que notre adversaire, a priori, quand il a une paire de 2, une paire de 5, une paire de 10, une paire de jack ou plus, bah, il aurait très certainement raisé sur le flop. Donc là, on est dans une situation où il a une main qui a sans doute de la showdown value, mais qui a priori n'est pas une main très forte non plus. Et donc, bah, la queen, c'est pas complètement une blanque pour lui, parce que, a priori, si on a un flush draw avec une queen, genre queen jack, queen 9 à carreau, c'est pas illogique pour nous de l'avoir joué comme ça, et on va systématiquement seconde barrel. De temps en temps, on va faire ça en pur bluff. De temps en temps, on va avoir queen 10. De temps en temps, on va avoir un flush draw avec encore une over, genre not flush draw, et ainsi de suite. Et donc, pour lui, quand on remet de la. Et puis surtout de temps en temps, enfin moi, avec King 10, As 10, je vais assez souvent la jouer comme ça. Quand on remet un second barrel sur la turn, il est dans une situation où il a certes la position, mais on lui a volé l'initiative et il va avoir une décision assez difficile à prendre river dans un pot qui risque de devenir assez gros. Alors particulièrement si un pic tombe,
bah là c'est tout bénef pour nous puisqu'on a encore, mine de rien, on a pas loin de 30% d'equity là, contre la plupart de sa range, enfin contre sa range. Et donc quand un pic tombe, bah, on va extraire très facilement. Quand un carreau tombe, c'est pas évident pour lui de coller puisqu'on le fait ça avec un certain nombre de flush draws. Quand un, quand un, Même quand c'est une blanque et qu'on décide de triple barrel, ce que je vais pas faire souvent en bluff, mais je vais le faire de temps en temps, c'est difficile pour lui de coller. Et donc là, c'est l'utilisation de la position relative sur le flop pour lui mettre un maximum de pression et pour mieux définir sa main. C'est-à-dire que c'est un bet qui va réellement définir sa main en ce sens que du fait de la présence de SB, il est obligé d'être relativement honnête et il va être relativement honnête. Alors je vais pas faire ça, par contre, avec paire de 8, ça me semble pas du tout une bonne idée de suivre cette ligne. Hein. Je préfère le dire tout de suite. C'est pas un bet pour info sur le flop. C'est un bet qui rapporte de l'info, qui a de la fold equity et qui me permet d'avoir un deuxième bet qui a de la fold equity sur la turn. Éventuellement un troisième sur la river. Euh, le deuxième exemple que je vais prendre, c'est un exemple, les positions sont absolument les mêmes. Vilain 1 est un reg de MSNL tag standard assez bon post-flop. Il s'ébête beaucoup. Vilain 2 est un reg fiche de MSNL assez passif CS. Ok. Euh, donc on a 3 folds. Vilain open raise au bouton, SB call et on décide d'overcall avec As4 suité, ce qui est un overcall totalement classique. C'est quand même une main qui a beaucoup d'equity pré-flop et qui en plus va assez souvent toucher des flops. Et entre autres des draws qui vont être assez déguisés. Alors là c'est typiquement un cas où on a un draw qui est relativement déguisé. Parce qu'on a un draw sur lequel on a un gut shot plus une over. Et on n'a pas du tout le draw avec lequel on aurait tendance à check raise sur ce board. Donc c'est un des avantages des petits attiques AX suités particulièrement A4, As4, As3, As2, As5, c'est que quand on a deux cartes entre le 5 et le 2, on se retrouve dans une situation où on a classiquement 7 out contre top pair, ce qui est pas mal en termes d'equity, et 8 out là, dans cette situation, on a en plus un backdoor flush draw. Et donc on a une equity très correcte en ayant en plus un peu de showdown value quand notre adversaire a un draw et en étant dans une situation où on est parfaitement déguisé. C'est-à-dire que quand un 3 tombe sur la turn, a priori, il va pas partir du principe qu'on a As4. Et quand un As tombe sur la turn, c'est vaguement une scaring card pour lui, mais pas tant que ça. Il n'y a pas tant de mains avec lesquelles on check raise qu'ont un As. Il y a les flush draw à carreau, à carreau. Mais à part ça, il n'y a pas énormément de mains. Et donc là, c'est une situation dans laquelle SB décide de checker. Et je suis parti pour un check raise. J'aurais pu donker, honnêtement. Je peux pas mal faire les deux. Je pense que le fait que SB ait une range de check call très très large, vu le type de joueur que c'est, m'a décidé à pas donker. Et surtout, je crois que je suis parti sur cette main-là sur le principe que j'allais pouvoir check raise en mettant énormément de pression sur le bouton. C'est-à-dire, quelque part, je surjoue un peu ma main avec un semi-bluff qui est très limite avec assez peu d'equity. Parce que un check raise ici, surtout avec SB qui call, ça représente énormément de force. Bouton bet, ce qui me semble assez classique, c'est-à-dire que sur ce board là on peut s'attendre à ce qu'il s'ébête quand même assez souvent, même dans trois adversaires hors de pause. Euh, et je décide de le check raise. Honnêtement, ça représente a priori pas mal de force. Il décide de fold et SB décide de call. Je pense que je m'y attendais un peu. C'est-à-dire que si Villain est un joueur qui a quand même une assez grosse fréquence de ses bêtes et qui n'a pas peur de ses bêtes dans les three-way. SB est quand même une grosse CS. Donc voilà. La queen me donne le tirage à pique. C'est comme dans la main précédente, c'est une carte assez parfaite. SB check. Bon, là, le problème. Alors, je pense que SB a quasiment jamais, même si c'est un gars qui est capable de slow player, je pense qu'il a rarement une paire de 5 ou une paire de 2. Donc, il a rarement une main super forte. Je me souviens m'être posé des questions parce que j'ai encore de la showdown value et qu'il a une et que potentiellement il a
la King Queen n'était pas hors de possibilité, et surtout je me demandais quel FE j'avais contre des mains du style King Jack, King 10. Mais je pense que j'avais quand même pas mal de FE, c'est pas non plus un joueur, enfin c'est un reg fish, c'est-à-dire que c'est genre un gars qui est, je crois, 30-13 ou une connerie comme ça, qui est assez fishy, mais qui est globalement break-even et qui va pas non plus faire n'importe quoi post-flop. Euh, Même s'il est assez passif CS. Et bon, c'est une situation donc, où j'ai pas mal hésité. Le problème que j'avais, c'est que c'est un joueur qui est assez agressif river. Et donc la difficulté, la raison qui m'a poussé à pusher, c'est que je me suis dit que déjà je n'avais pas fait exprès, il me semble, mais les tailles de stack étaient absolument parfaites. Et l'autre raison, c'est que quand ASB check, euh, si je check back, c'est quand même dur de coller un push river. Et je pense qu'il va le faire quand même assez souvent avec ses flush draws. Pas forcément assez souvent pour que je puisse coller avec As High, mais assez souvent avec ses flush draws. Et donc je préfère aller all-in sur la turn où j'ai toujours une bonne equity contre le haut de sa range, plutôt que d'avoir à coller un push river avec le peu avec la showdown value que j'ai. Et ensuite parce que c'est complètement cohérent avec le reste de la main. Et donc il check, je push et il fold, ce qui était plutôt un bon résultat. Mais donc voilà, ça c'était l'utilisation de la position relative dans deux situations où il y en a une où j'ai utilisé la position relative pour trapper, là, et il y en a une autre où j'ai utilisé la position relative en donkant pour mettre un maximum de pression sur l'initial raiser. Dans les deux cas, ça permet de montrer pas mal de force. De toute façon, un raise ou un bet, quand on n'a pas l'initiative en post way montre en général pas mal de force. Mais c'est deux situations dans lesquelles la position relative a énormément d'importance. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il faut, entre autres, énormément prendre en compte dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'on ne peut pas faire, particulièrement quand on joue à trois joueurs, puisque le joueur qui est bébé, à partir du moment où SB a collé, le joueur qui est bébé peut se permettre d'avoir une calling range très très large, parce que a priori l'open de bouton, c'est une range assez large. SB qui call, c'est des mains qui vont être sans doute assez fortes, mais c'est pas non plus des premiums. Et donc bébé peut se permettre de coller avec des mains super avec des mains du genre 19 haut, même 8-7 haut, parce que il a la meilleure position relative, ça va lui permettre de jouer post-flop, soit en donkant, soit en check raisant, de façon à mettre un maximum de pression sur les deux autres joueurs. Et c'est une dynamique assez particulière, c'est pour ça que à trois joueurs, ou quand on est face à un raise de boutons, c'est assez délicat pour SB de coller. Faut faire un peu gaffe à ce que bébé est capable ou pas capable de faire. Mais bon, voilà, c'est pas exhaustif sur la position, mais j'espère que ça vous aura aidé et puis j'attends vos remarques en commentaire de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Et, euh, et j'espère que ça vous servira. Bonne chance aux tables. Voilà. Au revoir.